Aujourd'hui, les mobilisations citoyennes ont beaucoup changé. Avant, on partait des manifestations classiques, ce qui existe toujours aujourd'hui. Et si avant, elles avaient une certaine efficacité, par exemple, moi je travaille beaucoup dans le secteur de la conservation ou de la défense animale. Avant, par exemple, sur des manifestations anti-corrida, on pouvait rassembler des centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, on va peiner à rassembler une centaine ou quelques centaines de personnes. Parfois même, vous avez des manifestations de 15 personnes seulement. Donc ça montre que le modèle est complètement dépassé et éculé et qu'il faut aujourd'hui passer, si ces manifestations de rue peuvent toujours avoir lieu, aujourd'hui elles sont trop balisées, trop nombreuses, vous en avez plusieurs par jour avec des thèmes qui se multiplient, donc c'est comme la publicité qui vous déborde, les manifestations vous débordent, les causes vous débordent et du coup plus personne n'écoute. Ça devient du bruit et non plus effectivement de l'agite propre. Donc effectivement, si aujourd'hui on peut toujours utiliser de la manifestation de rue et s'il faut l'utiliser, celle qui fonctionne aujourd'hui, c'est celle qui par exemple peut avoir lieu in situ. Par exemple, vous faites une manifestation contre la chasse à courre, mais vous la faites en forêt de Rambouillet, en pleine chasse à courre. Vous faites une manifestation contre les cirques, une manifestation, mais elle a lieu effectivement devant les cirques pendant leur représentation. Mais l'idée n'est pas juste de manifester, de vociférer ou de brandir des slogans, mais elle est également aujourd'hui d'avoir une communication beaucoup plus 360 degrés. C'est un petit peu de l'e-action, c'est-à-dire qu'on va se servir des réseaux sociaux, on va se servir de toutes les parties prenantes, on va effectivement avoir une multiplication des entités d'opposition, mais également une multiplicité des entités de proposition, de propositions d'alternatives, de propositions de faits différentes, de visions différentes, pour arriver à faire bouger les choses. Par exemple, donc moi qui travaille dans le secteur de la conservation, je travaille beaucoup contre la lutte contre la chasse sous toutes ses formes, avec tous les dangers que ça représente, ici comme en Afrique. Et donc nous agissons contre par exemple la chasse en boîte, la chasse au trophée. Et là, nous avons agi, par exemple, non pas à travers une manifestation, mais nous avons organisé des marches mondiales pendant 4 années d'affilée, dans plus d'une soixantaine de villes et dans plus de 12 pays. Mais nous devons agir à tous les niveaux. Pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde se sente concerné, que tout le monde comprenne son intérêt, qu'on puisse lutter au niveau de tous les lobbies. Donc il faut identifier les sources de financement, identifier les sources d'intérêt pour pouvoir effectivement agir à leur niveau. Donc nous avons par exemple dans ce cadre-là de la chasse au trophée qui est très liée à l'industrie de ce qu'on appelle l'éco-volontariat, nous avons délibérément ciblé toute l'industrie du tourisme qui est extrêmement liée, qui est prescripteur pour des tas d'activités en lien avec ces activités liées à la chasse au trophée, parce que vous avez ce qu'on appelle toutes les interactions avec les fauves, vous avez tout ce qu'on appelle les marches avec les fauves, vous avez également tous les selfies que vous pouvez avoir, même ce qu'on appelle l'écotourisme, qui peut souvent être détourné et manipulé pour justement faire croire que vous faites de la conservation, alors qu'en fait, vous travaillez en fait à nourrir les trafics et à nourrir effectivement des actions assez délétères pour l'environnement. Donc là, nous avons ciblé toutes les industries du tourisme. Nous avons reçu le prix, par exemple, de la meilleure initiative pour le bien-être animal international, parce que nous avons, sur la plupart des compagnies de tourisme, et notamment tout ce qui est anglo-saxon, Grande-Bretagne, Hollande et autres, nous les avons tous contactés en leur expliquant l'intérêt économique qu'ils pourraient avoir à ne plus prescrire et comment identifier effectivement toute activité qui potentiellement pourrait être liée à la chasse au trophée, comme par exemple des pseudo-parcs d'attractions que vous pouvez avoir avec des animaux sauvages divers et variés, des espèces menacées. Et le fait de prescrire ça ou de prescrire des parcs d'attractions, vous aviez le Lion Park et d'autres choses comme celle-là, et qui ont lieu internationalement, contribue à ce genre de choses. Donc en asséchant effectivement les sources de financement et en aidant l'État à rire, vous aidez effectivement à contribuer à de meilleures pratiques. Et ça donne un avantage concurrentiel à ces industries du tourisme et ça oblige les autres qui refusaient de le faire à s'y mettre également. Donc nous avons ainsi obtenu par exemple que sur plus de 42 compagnies aériennes, les compagnies aériennes refusent, et fassent de la publicité là-dessus, refusent de continuer à transporter des trophées de chasse. Nous avons ainsi obtenu, nous avons agi au niveau gouvernemental, au niveau politique. Nous avons obtenu que 4 pays interdisent l'importation. Si nous ne pouvions pas lutter contre l'exportation due à la corruption qu'il y a dans les pays africains, nous avons en revanche pu agir au niveau de l'importation dans différents pays, notamment aujourd'hui sont interdits aux États-Unis, en Australie, en France et en Italie l'importation de trophées de chasse de lions, qu'ils soient en tout ou en partie. Donc c'est vraiment avoir une action 360 degrés qui inclut toutes les parties prenantes, qui vont des acteurs économiques,
des sociétés en leur montrant les avantages éthiques, RSE qu'ils peuvent avoir à avoir de bonnes pratiques. Donc ne pas faire du greenwashing, mais faire vraiment du green, faire vraiment du social business et du green business, et non pas effectivement du greenwashing. C'est également donc agir au niveau du citoyen en faisant comprendre à chaque touriste en quoi ces actions sont importantes et responsables. Et voilà, donc nous avons également agi au niveau scientifique, au niveau des grandes conférences internationales. C'est comme ça que nous avons obtenu des votes de l'UICN en démontrant que ces pratiques que des scientifiques pas très honnêtes essayaient de faire passer pour, parce qu'ils avaient des avantages en contrepartie, essayaient de faire passer pour des pratiques de conservation. Nous avons démontré en quoi ces pratiques n'avaient rien en lien avec la conservation et qu'au contraire elles étaient délétères pour la faune sauvage. Parce que quand vous avez de la chasse au trophée en boîte, c'est-à-dire de lions qui sont élevés en captivité pour être tués et pour après être amenés sur les marchés asiatiques pour leurs os, par exemple, en remplacement des os de tigres qui disparaissent, eh bien, ça impacte la faune sauvage et donc la conservation et la survie potentielle de toutes les espèces. Par exemple, il faut pour ces fermes d'élevage de lions, ils ont besoin de poules génétiques, donc ils ont besoin d'aller prélever dans le monde sauvage des lions. Donc ça va engendrer du braconnage, ça va engendrer de la criminalité, ça va engendrer effectivement une baisse et un effondrement des populations, puisque toute cette industrie qui est en recherche d'os de tigre et d'os de lion préfère effectivement ceux qui viennent de lions sauvages, qui sont réputés, ce n'est que effectivement des croyances, avoir plus d'efficacité. Et d'autre part, c'est aussi pour ramener des meilleurs gènes dans ces fermes-là. Et donc au niveau des mouvements citoyens, nous allons agir à ce niveau-là. Nous allons en fait, via les réseaux sociaux, en appartenant à différents groupes, que ce soit des groupes anti-braconnage, anti-poaching, que ce soit dans des groupes genre communication et conservation, genre Purge All Hunter from Conservation, pour arriver à enlever toutes les lobbies qui gangrènent effectivement ces endroits. On en a en France avec effectivement les lobbies au niveau de la chasse qui drainent des discours complètement fallacieux. Et de fausses argumentations et de fausses preuves scientifiques. Donc en remettant les compteurs à zéro et en donnant les faits scientifiques, en démontrant par exemple que la chasse ne crée pas, la chasse en boîte en Afrique ne crée pas de l'emploi, mais au contraire enlève l'emploi, puisque tous ceux qui se mettent à faire ça, ce sont donc des fermes d'élevage qui avant étaient des fermes d'agriculture, des fermes d'élevage d'animaux de rente qui employaient un grand personnel, tandis que par exemple l'élevage de lions pour la conservation ne demande quasiment personne et ne rapporte qu'à son propriétaire. Donc tout ça, c'est vraiment de la RSE concrète et factuelle, puisqu'on va vous parler effectivement, et puisque ça touche toutes les problématiques d'emploi, les problématiques sociales, les problèmes de sécurité, les problèmes de conservation, les problèmes de biodiversité, les problématiques environnementales. Plus près de chez nous, en France par exemple, je lutte beaucoup notamment contre la chasse, contre les tirs des loups, la justification fallacieuse du gouvernement sur les tirs des loups. Je suis également éthologue, donc ça permet également de montrer que les tirs des loups n'ont aucune valeur pour empêcher les attaques sur les troupeaux. Au contraire, elles augmentent les attaques sur les troupeaux. Mais avec ce qu'on fait justement dans ces e-actions, justement, c'est de réunir toutes les parties, que ce soit les ONG, mais également les scientifiques, mais également tous les arguments économiques, et notamment montrer que le problème relève plus des subventions. Donc il s'agit d'amener des faits, d'amener des preuves, d'amener effectivement un autre discours et de l'information pour lutter contre la désinformation, qu'elle soit délibérée ou par omission à travers les médias mainstream qui de plus en plus ne font plus du journalisme mais cherchent de plus en plus à faire de la communication parce qu'il faut faire du buzz et de l'audimat. Donc on va de plus en plus nous chercher à travers ces mouvements citoyens en fait à donner cette information et à permettre effectivement ce e-boycott, c'est effectivement, ce sont des immobilisations, c'est effectivement c'est effectivement voilà, de changer effectivement toutes ces pratiques. En fait, on peut dire que grâce aux réseaux sociaux et grâce aux mobilisations citoyennes, c'est la fin de l'impunité des intouchables. C'est la fin de l'impunité du non-droit. C'est la fin de l'impunité des politiques, des puissants, des sociétés qui pouvaient polluer sans payer ou en payant, en décidant de payer quelques
quelques amendes sans rien. Vous avez en France des mouvements auxquels j'appartiens, comme Humanité en danger, par exemple, agir contre l'inaction de l'État, qui actuellement opère un recours en justice contre l'État, avec plusieurs ONG, plusieurs personnalités. C'est un mouvement citoyen pour demander des comptes à l'État et justement rapport à son inaction contre le changement climatique. Et c'est un petit peu sur le modèle de ce qui s'est fait. La ville de New York a déposé plainte, Bill de Blasio a déposé plainte contre toutes les sociétés polluantes pour justement tout ce qu'ils avaient, tous les dommages qui avaient été créés notamment à la ville de New York, notamment comme les inondations, etc. Et ils ont décidé, la ville de New York, donc c'est un peu sur le même principe, donc c'est faire ce genre de propositions et les partager, faire savoir tout ce qui se passe au niveau mondial. Donc la ville de New York a par exemple décidé de désinvestir ses fonds de pension de toutes les énergies fossiles, et justement comme mesure de rétorsion par rapport à cette inaction de toutes ces sociétés polluantes. Et également, leur deuxième mesure phare était de porter plainte contre ces sociétés comme Exxon, BP, Chevron, etc., Conoco et autres. Et donc, dans ce même état d'esprit, aujourd'hui, en France, on mène différentes actions. Là, l'État, c'est cette action actuellement avec plusieurs ONG, que je ne me trompe pas. Et voilà, au niveau en France, d'autres actions pour lutter contre la captivité des animaux sauvages, contre laquelle beaucoup sont. Téléphone, c'est ça. Pour lutter contre la captivité des animaux sauvages, par exemple dans les parcs marins, contre les delphinariums, et pour la remise, la réintroduction et la réhabilitation dans des milieux naturels, eh bien vous avez différents groupes qui se créent sur Internet, des groupes d'échange qui vont partager les bonnes pratiques, montrer ce qui se passe ailleurs, donner des faits scientifiques, donner des preuves effectivement de la maltraitance et de tout ce qui se passe, et en quoi effectivement ça ne crée pas de l'emploi, ça ne crée pas de la valeur, au contraire, ça détruit de la valeur. Et donc de proposer des actions, justement, des happenings, etc. Et c'est ce qui dérange les États. Nous sommes un peu le moustique citoyen qui empêche les gouvernements de dormir et de s'assoupir, et qui les oblige à agir, qui les oblige à voter des lois, qui les oblige à se remettre en question, qui les oblige à bouger. Quand là on attaque l'État, ce n'est pas l'idée de condamner l'État, l'idée c'est d'obliger l'État à agir et à prendre ses responsabilités en main, pour qu'effectivement il fasse des propositions sur base des échanges que nous avons. Par exemple, la taxe Tobin, la taxe Tobin qui ne dérange personne, est effectivement une des choses. Les GAFA, le fait de taxer les GAFA est également quelque chose qui vient de là. Et plus prosaïquement, par exemple, dans notre cas à nous, en termes de conservation, ça va permettre de montrer les liens aux consommateurs citoyens et de l'informer sur, par exemple, les agrocarburants et sur notamment la proposition de loi qui était de détaxer les agrocarburants qui étaient notamment faits avec de l'huile de palme. Qui dit huile de palme, dit déforestation à Bornéo, dit massacre des orang-outans et de toute la biodiversité là-bas, dit déforestation, dit également changement climatique majeur et impact majeur, puisque Bornéo, comme le Brésil, sont des poumons très importants pour la planète. Et donc, a un impact direct de par notre consommation, justement avec ces agrocarburants ou avec l'huile de palme qu'il y a dans toute l'industrie alimentaire, outre les dangers pour la santé. Donc en agissant et sur l'information du citoyen et sur sa mobilisation, parce que c'est à travers la mobilisation du citoyen, ce qu'ils ont obtenu à New York, c'est à travers les mobilisations citoyennes, les marches dans les rues, mais les marches mondiales, c'est comme celle qu'il y a eu sur le climat le 8 décembre dernier, c'est à travers effectivement le partage d'informations et le fait que nous ne soyons plus des citoyens moutons, des individus moutons qui n'écoutions que ce qu'on veut bien nous dire, mais qui partagions, qui ayant une réflexion commune à travers justement d'assemblées citoyennes et qui fassions des propositions et qui devenions acteurs de notre avenir et acteurs de l'avenir que nous voulons voir et qui effectivement prenions en main la politique et ne laissions pas un gouvernement s'assoupir. Donc voilà, nous sommes vraiment le moustique citoyen destiné à empêcher les gouvernements de dormir et de s'assoupir. Et voilà, donc aujourd'hui, cette action, donc 360 degrés, se fait via les réseaux sociaux et effectivement pas uniquement à travers l'organisation de boycotts via eux, pas uniquement via l'organisation de flash mobs ou de mobilisation ou de happening sur le terrain, mais également à travers des actions comme effectivement des assemblées Internet, des assemblées citoyennes Internet, où on partage ce qui se passe, où on partage les informations, les faits scientifiques, les preuves, comme ce que je fais sur le tir des loups,
comme ce qui a lieu sur la chasse en général. Par exemple, on vous parle en France, comme dans le monde, de chasse de régulation ou pire, de chasse de conservation, et où on démontre qu'il n'y a aucune chasse de régulation contre les pseudo-nuisibles en France, puisqu'il y a des centaines d'élevages en France d'animaux domestiques, faisans, sangliers, etc., qui sont relâchés dans la nature pour les chasseurs, et vous les voyez généralement quelques jours avant la chasse. Vous voyez des pauvres animaux complètement perdus, qui ont eu l'habitude d'être nourris, qui ne savent pas se débrouiller dans le milieu sauvage, et qui, quand ils ne sont pas tués par les chasseurs, meurent tout simplement de faim ou de peur parce qu'ils ne savent pas se retrouver. Vous avez les sangliers, on vous parle du gros problème des sangliers, on va dénoncer les sites d'agrainage, c'est-à-dire de nourrissage des sangliers. Et au niveau international, pour justifier par exemple des tirs sur des éléphants, des tirs sur des lions et autre chose, pour justifier la chasse au trophée, le tout avec également des scientifiques ou des universités carrément qui peuvent être impliqués dedans, parce qu'il y a des intérêts financiers et autres. On va remettre un petit peu d'information dans tout ça, et un petit peu de réflexion, et on va proposer aux gens de se faire leur propre idée sur base de faits non tronqués, comme par exemple la chasse dite de conservation en Afrique, sur la base de laquelle on justifie le meurtre de lions. On a entendu parler du lion Cécile, etc. On va aujourd'hui, le lion Cécile est un bon exemple de partage des informations qu'il y a eu entre ce dentiste qui est venu pour chasser un lion avec des permis autorisés, et de ce qui s'est réellement passé, à savoir le fait qu'on ait attiré un lion au moyen d'un appât, en pleine nuit, tout ça est parfaitement illégal, pour le faire sortir de la réserve de façon à avoir le droit de le tuer, en le tuant avec des flèches pour ne pas que ça s'entende la nuit, parce que comme il y a des camps de touristes à côté, ça se serait entendu, et ce pauvre lion qui a agonisé toute la nuit, et dont finalement le trophée, alors que c'était un lion emblématique, et qui amenait énormément de monde au niveau du tourisme photographique. Donc voilà, là on voit par exemple l'impact négatif sur le tourisme, sur l'emblème de cette réserve, et tout ça pour le plaisir d'un seul homme, et pour un intérêt court-termiste et extrêmement limité. Donc je ne sais pas du tout combien de temps il me reste. C'est pas grave. C'est pas grave, ok. Tu t'arrêtes voilà. Quand tu... De toute façon, ils couperont, donc... D'accord, alors je continue. Voilà. Donc, mais bon, être un lanceur d'alerte, c'est très bien, mais comme on dit toujours, et comme ça existe depuis des temps inénarrables, vous êtes donc le porteur du message. Le messager, en général, le messager, c'est celui qui annonce les mauvaises nouvelles, et donc c'est celui sur lequel on tire. Eh bien, il n'y a pas de raison que ça change, que ce soit pour Snowden ou pour d'autres, à différents niveaux. Vous êtes lanceur d'alerte, il faut savoir que tout le monde vous dira, c'est vachement bien ce que vous faites. Oui, mais il faut savoir que vous avez des menaces de mort, vous avez des insultes en permanence, votre vie publique peut être dévoilée avec beaucoup de diffamation. Ça veut dire aussi que vous devez souvent agir en justice, ce qui coûte de l'argent. Donc c'est vraiment entre guillemets un sacerdoce, et c'est vraiment une volonté, mais c'est une responsabilité de chacun. Et aujourd'hui, ce que permettent les réseaux sociaux, c'est à chacun de lancer sa propre action, de rassembler des gens autour de lui, où qu'il soit, de son petit village dans le fin fond de la Creuse, aux grandes métropoles, d'organiser des mouvements internationaux qui peuvent faire tache d'huile, et de rassembler des gens, de faire connaître des choses qui se passent, de donner de l'information en temps réel. Voilà, dans les manifestations, par exemple, la manifestation classique où il y a le parcours balisé et tout avec la police, ça permet effectivement ce qu'on voit actuellement, les gens qui filment en direct et qui, entre ce qui est raconté dans les médias mainstream, montrent une autre histoire et permet aux gens de se faire une autre idée. Va permettre, par exemple, une conférence en direct où vous avez des intervenants importants, comme Stiglitz, qui a fait un rapport extrêmement intéressant sur la comptabilité bénéfique, qui va permettre effectivement de faire comprendre des choses et de faire émerger des idées, comme par exemple, aujourd'hui, on comptabilise de façon positive toutes les actions négatives sur l'État. Si on regardait tout ce que ça coûtait, on pourrait peut-être changer les choses. On voit effectivement aujourd'hui que c'est le citoyen lambda qui paye. Donc ça permet effectivement de remettre de l'objectivité, de la démocratie. Voilà, aujourd'hui on peut parler de e-démocratie, et après, comme tous les médias, mais ce n'est pas différent dans les médias où ça peut être des États dans les États de dictature, mais même dans une démocratie, soyons lucides, il y a quand même la publicité, il y a quand même les intérêts des gouvernants et de ceux qui les ont portés au pouvoir
qui font que ce qu'on peut dire dans les médias génériques est quand même néanmoins contrôlé ou néanmoins guidé. Pas autant que dans les dictatures, mais néanmoins contrôlé. Vous ne pourrez pas avoir un discours libre, que ce soit sur des laboratoires, que ce soit sur des problèmes médicamenteux, que ce soit sur des problèmes par exemple avec les carburants, parler de l'huile de palme dans les carburants et de tout ce que ça implique, et parler par exemple dans les médias nationaux de l'avantage fiscal et de la proposition de loi que le gouvernement voulait faire pour donner un avantage fiscal aux carburants avec de l'huile de palme. Voilà, donc là vous financez et vous facilitez l'évasion fiscale quelque part du carburant à l'huile de palme et donc de la déforestation. Donc tout en tenant par ailleurs officiellement un discours écologique et parfois même démagogique sur la conservation et sur la biodiversité. Donc voilà, donc en fait le citoyen reprend le pouvoir et effectivement, ça permet à différentes parties prenantes qui ne se retrouvaient pas d'habitude, qui ne se rencontraient pas d'habitude, qui ne se reliaient pas. C'est un peu une convergence des luttes, mais sans analogie politique, mais une convergence des luttes, c'est-à-dire de permettre à des gens qui ont des intérêts convergents de comprendre effectivement que leurs intérêts sont convergents autour d'une même lutte. Que ce soit, là on l'a vu avec les Gilets jaunes, là j'ai mené par exemple une action avec, en mettant en relation 30 millions d'amis et une petite action spécialisée dans la lutte contre les cirques avec animaux sauvages, pour abolir les animaux sauvages dans les cirques. Eh bien, la petite association n'avait pas les fonds, mais avait la compétence et la connaissance. 30 millions d'amis publie régulièrement des ouvrages, on va dire, de référence. Donc je leur ai proposé de publier à grande échelle cet ouvrage-là. Et comme on était bloqué au niveau du gouvernement, notamment par le président de l'Association des maires de France, qui n'avait pas trop fait diffuser ce livre-rapport auprès de ces différents maires. Il faut savoir que en cas par exemple d'installation des cirques, ce sont les maires qui sont ennuyés, ce sont les maires qui se font tabasser, ce n'est pas su ça, qui se font menacer, qui ont des menaces de mort, des menaces physiques. Ce sont les maires qui effectivement doivent répondre de toutes les problématiques qui sont générées par les cirques, les installations illégales sur leur territoire, la dégradation des lieux sur lesquels ils se sont installés, les branchements illégaux. Donc leurs citoyens leur demandent des comptes parce que c'est eux qui doivent payer au niveau des impôts. Quand ils refusent à un cirque de s'installer, les cirques n'hésitent pas et bloquent carrément les villes, bloquent tout accès aux villes. Donc voilà, donc tout ça, ça permet de le savoir. Et ce rapport donnait des solutions très concrètes à chaque maire pour leur expliquer comment faire un arrêté, faire un vœu, pourquoi le faire un vœu contre les cirques avec animaux sauvages, car là en était l'intérêt. Ça permettait qu'ils sachent qu'ils avaient tous été prévenus, c'est quand même près de 36 000 maires, qu'ils étaient tous en relation, qu'ils pouvaient parler entre eux, qu'ils sachent ce que leurs autres confrères vivaient. Et ça leur permettait également d'avoir une situation, de comprendre ce qui se passait dans les cirques, pourquoi il fallait interdire les cirques avec animaux sauvages, d'avoir les arguments pour le faire, simple, vulgarisé, et d'avoir un outil en sachant, vous 36 000 maires, vous avez tous été touchés, maintenant vous avez un outil, vos doléances peuvent être connues, et donc c'était effectivement faire intervenir les corps intermédiaires, ce que demandent les Gilets jaunes, pour faire remonter ça vers la base, vers l'État, et obliger l'État à se prononcer contre les cirques avec animaux sauvages et avec des gens informés et contre lesquels on ne pouvait plus lutter en leur imposant des choses, puisque effectivement au gouvernement vous avez une commission de concertation contre les cirques avec animaux sauvages exclusivement composée de gens du cirque. Donc voilà, et qui est interdite à tout représentant d'associations et d'ONG. Donc voilà à quoi servent les mouvements citoyens, effectivement, à obtenir un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, mais sur toutes ces questions-là, et qui touchent effectivement les gens du point de vue du travail, de l'emploi, à leur vie quotidienne, à leur consommation, à leur respiration, à leur santé, à leurs vacances, à leur façon de travailler, et qui leur donne effectivement un pouvoir pour décider comment ils veulent vivre demain et de devenir effectivement les actions de leur gouvernement et les actions de leur politique et les actions du pays dans lesquelles, d'être à l'action au niveau de la politique qui est menée dans le gouvernement dans lequel ils vivent. Donc voilà, donc être lanceur d'alerte, c'est bien, mais effectivement, ça comporte des risques. Et donc, parmi ceux-là, entre autres, c'est qu'effectivement, vous dérangez des intérêts majeurs, des intérêts importants. Donc, si vous partagez l'information, eh bien, comme le messager du Moyen-Âge qui apportait son message à l'extérieur, on le tuait généralement parce qu'il était porteur d'une mauvaise nouvelle, eh bien, c'est ce qu'on tente de faire avec vous. Donc, vous avez des menaces de mort,
j'ai des menaces de mort. Vous avez des menaces qui peuvent aller, ce qu'ont vécu les députés régulièrement, c'est-à-dire on va divulguer où vous habitez, on va divulguer où vous travaillez, de façon à venir sur votre lieu de travail, à vous faire des pressions. Une des personnes avec lesquelles je travaille, elle a retrouvé un des directeurs de cirque dans son salon un jour avec des menaces de mort, a été obligée de changer de pays. Vous avez effectivement toutes des mesures de rétorsion comme ça. Vous avez de la diffamation massive qui peut être mise sur vous sur les réseaux sociaux. J'ai dû porter plainte récemment contre des gens puissants, enfin une personnalité qui a du pouvoir dans les médias et qui effectivement avait lancé de la diffamation et a appelé tous ses fans à justement relayer ces diffamations me concernant. C'était surtout de l'injure, etc. Mais néanmoins, même si vous avez une personnalité forte, quand vous avez des injures, quand vous avez des menaces, quand vous avez tous les gens dont vous dérangez les intérêts, moi dans mon cas, que ce soit les chasseurs, que ce soit les cirques, que ce soit même des scientifiques dont vous pouvez déranger ou des grosses ONG qui ont des scientifiques qui ont des intérêts à pouvoir continuer certaines actions à l'étranger, etc., vous pouvez avoir des mesures de rétorsion diverses et variées. Vous pouvez vous faire virer de votre emploi selon... voilà, donc ça vous oblige à être un indépendant, à trouver des moyens de financement pour gagner votre vie autrement. Et effectivement, à devoir être actif de tous les côtés pour lutter contre cette désinformation. Mais dans cet endroit-là, en Afrique, j'ai la chance de vivre en France, mais même là, on n'est pas protégé. Ceux qui vivent en Afrique, dans les conservationnistes avec lesquels je travaille, j'en ai un là qui a été obligé de quitter le Zimbabwe. Il a eu quelques heures avec un groupe de personnes de confiance pour quitter le Zimbabwe en laissant tout sur place, sa vie et tout. Il a près de 70 ans en prenant juste une valise. D'autres qui vivaient en Afrique du Sud ont fait croire à une fausse tentative de cambriolage. Sa femme s'est pris plusieurs balles dans le cœur, elle est décédée. Lui s'est pris plusieurs balles dans le corps, il est toujours en vie. Vous avez Emmanuel de Mérode qui travaille contre les gorilles, enfin pour les gorilles dans le parc des Virunga, qui s'est pris plusieurs balles, qui a survécu. Tout le monde sait que ce sont les groupements, effectivement, les grandes sociétés, puisqu'il y a des intérêts pétroliers et des intérêts miniers divers et variés dans le coin et qui le dérangent. C'est les mêmes qui, Dian Fossey, maintenant l'enquête est à nouveau relancée, mais qui avaient vraisemblablement demandé le meurtre de Dian Fossey. Donc voilà,